Entretenues dans notre société, les suspicions et les dénonciations sont nombreuses et péremptoires. Elles portent sur la corruption, le népotisme, le pillage et le gaspillage des fonds publics. Pour le gouvernement que vous dirigez, Monsieur le Premier ministre, il n'existe pas deux voies de redressement de l'état actuel des choses. Sinon, celle toute tracée par la Constitution. Vous devez à toute occasion de répondre aux invitations et convocations du Parlement dont vous êtes l'émanation. Voilà la responsabilité ministérielle qui, si elle n'est pas assumée, peut conduire à des situations difficiles dont le pays n'a pas besoin pour les temps présents. Gouverner, ce n'est pas seulement communiquer, encore moins se communiquer de n'importe quelle manière. La propagande la plus intense ne pourra jamais remplacer les écoles qui manquent à nos scolarisables, les centres de santé qui doivent fournir des soins diligents et compétents à nos populations urbaines et rurales, les routes de pénétration tant souhaitées par la circulation des gens et des denrées, les organisations festives, les animations publiques ne sauraient suppléer à l'impératif de rendre compte bon gré, mal gré au Parlement. C'est là un devoir incontournable. Comment exiger des Haïtiennes et des Haïtiens un comportement citoyen alors que le pouvoir leur donne le spectacle de l'incivisme certaines fois? Monsieur le Premier ministre, le droit politique vous a investi de cette fonction remise dès lors au droit administratif pour être un emploi, une commission. Vous n'avez pas délégation de l'être et de l'avoir. Vous en avez la gestion. Comme tout gestionnaire, vous êtes redevable, responsable et comptable. Mes honorables collègues, dans le cadre de leur mission constitutionnelle, ont décidé justement de vous demander compte. C'est l'exercice démocratique auquel nous allons nous livrer dans quelques instants pour dire et expliquer à la nation l'utilisation qui a été faite de son avoir, l'orientation qui est donnée à son avenir et en gros, quelles sont les perspectives que projette la gestion actuelle de la République. Faire de la sorte, il sortira de cet exercice une comptabilité qui, si elle se révèle concluante, aura la vertu de réduire la suspicion, de calmer l'anxiété ou d'anéantir la méfiance. Il est à souhaiter que ces travaux se déroulent dans la meilleure atmosphère, une atmosphère dominée par le respect mutuel et la convivialité, exempt de cette chaleur incontrôlée, fruit de convictions et de passions politiques, et qui pourrait conduire aux dérives du langage et du comportement. Tout au cours de nos travaux, nous aurons à cœur de penser à l'avenir de la politique de notre société. Élus et gouvernants, nous devons y croire. Nous devons en vouloir vraiment et prendre le temps de savoir de quoi il s'agit. La politique haïtienne contemporaine est justement devenue insaisissable depuis que les actes enlèvent aux mots leur sens. Puisse, dans cet exercice, revenir dans notre vocabulaire des mots comme nation, société, bien public, égalité, république. Je vous libère dans l'espoir que notre journée aura été utile, aura dépassé le cadre banal d'une simple formalité pour aller au-delà des effets de circonstances. Que cette activité apporte une amélioration tant souhaitée des liens obligatoires entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif qui doivent se compléter pour rendre sa pleine signification à la notion de service public, pour une prise en charge des aspirations profondes du peuple haïtien. Monsieur le Premier ministre, je vous redis que vous êtes chez vous ici, dans ce palais qui hier vous a ratifié et qui aujourd'hui écoute vos explications. À vous tous, gouvernants et collègues sénateurs, je souhaite bon travail. On ne peut pas donner une administration fiscale par une simple déclaration, par une simple décision administrative. Deuxièmement, le budget, s'il y a des raisons qui justifient que le budget soit modifié, ça doit faire l'objet d'une loi de finances rectificative.
Et les 5 milliards de gouttes dont il est question aujourd'hui et qui vont être discutés dès que c'est dans le cadre de la déclaration d'état d'urgence devraient normalement, dès l'ouverture de la première session législative, faire l'objet d'une loi de finances rectificative. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'un mois de la date limite prévue par la loi pour que le projet de loi de finances de l'exercice 2013-2014 soit déposé au Parlement, alors que cette loi de finances rectificative se fait encore attendre. Les crédits limitatifs. C'est ainsi qu'il faut comprendre les 5 milliards de gouttes mobilisés à titre d'avance par décret du gouvernement. Ces 5 milliards de gouttes auraient dû faire l'objet d'un projet de loi de finances rectificative à être déposé au Parlement. Et l'article 13 de la loi du 19 avril 2010 relative à l'état d'urgence oblige le gouvernement, 3 mois après la fin de cette période d'urgence, à soumettre au Parlement son rapport sur les résultats obtenus quant aux mesures adoptées. Aujourd'hui, on est à 5 mois de la fin de cette période d'urgence, alors que ce rapport n'est pas encore déposé au Parlement. On peut ajouter encore à ces points les sérieuses préoccupations de l'Assemblée des sénateurs quant à que des sources dignes de foi l'espoir que des fonds publics sont virés ou manipulés en dehors de tout cadre légal. L'opinion publique se rappelle encore le scandale provoqué au Parlement même quant à la façon dont les fonds mis à l'attention du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé des relations avec le Parlement pour les fêtes de fin d'année ont été utilisés. Il a été constaté aussi une gestion partisane, impropre et en dehors de toute norme des fonds prévus au budget pour des projets de développement dans les 140 communes de la République et que des fonds provenant de la contribution foncière au fonds de développement, de gestion et de développement des collectivités territoriales ont été utilisés pour des fins non prévues par les lois instituant ces titres de dépenses. On ne saurait passer sous silence non plus l'usage qui est fait actuellement des fonds gérés par le droit de passeport et les redevances pratiquées dans certaines représentations diplomatiques d'Haïti à l'étranger pour les visas octroyés à des citoyens étrangers. Les conditions dans lesquelles les fonds collectés par certains organismes publics tels le CONATEL et l'ONA sont utilisés témoignent que les préoccupations des sénateurs sont justifiées. Les audiences tenues au Sénat de la République sur ces deux cas renforcent et confirment l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de doter ces organismes publics des conseils d'administration prévus par les lois les instituant. Et je cite l'AAN, l'OFNAC, l'APN, EDH, le FAES et le BMPAD. L'incrimination des institutions publiques pour justifier des cas de révocation arbitraire opérés en dehors du cadre légal par certains ministres et responsables d'administration. On a eu la confirmation hier qu'un directeur administratif du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a été révoqué pour faute administrative grave suite à une réunion tenue avec la Cour suprême des comptes, alors qu'il n'a jamais été question d'une quelconque réunion à laquelle la Cour des comptes a participé. Le quatrième point, c'est le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Les informations disponibles sur le site web du ministère de l'Économie et des Finances, www.mefhaiti.gov.ht, confirment que des contrats d'exécution de projets totalisant 15 milliards de gouttes ont été octroyés en dehors de tout appel à la concurrence et dans la grande majorité des cas à des firmes inconnues sur le marché haïtien. Bien, les 5 milliards de gouttes mobilisés dans le cadre de la déclaration d'urgence ayant suivi le passage du cyclone Sandy n'ont pas fait l'objet d'une loi de finances rectificative comme je l'ai mentionné antérieurement. Dans cette même veine, les inquiétudes et préoccupations exprimées par divers secteurs de la société et par des parlementaires quant à la gestion des fonds pétro-caribés, des fonds consacrés à des projets clairement identifiés et bénéfiques pour la population sont désaffectés pour être réalloués à d'autres projets dont
dont la rentabilité et l'opportunité est questionnable. La mauvaise gestion de certains organismes publics tels que l'OTNA et le CONATEL antérieurement cités. La question minière qui a été l'objet d'une résolution au niveau du Sénat de la République. Plusieurs articles de la Constitution confirment les points que nous avions mentionnés. Le dernier point, Monsieur le Premier ministre, c'est le contrôle du parlementaire en matière budgétaire. Le contrôle parlementaire en matière budgétaire répond à une triple exigence. La première exigence vient de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits humains. Cet article, en effet, dit « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants que nous, parlementaires, nous sommes, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette et le recouvrement et la durée. » Ces prescrits de la Déclaration universelle obligent, Monsieur le Premier ministre, le Parlement à toujours questionner le gouvernement sur l'utilisation qui est faite des fonds publics dont le Parlement par vote a autorisé. Cette situation est davantage préoccupante à considérer les conditions dans lesquelles les marchés publics sont octroyés et la gestion pratiquée par certains ministres des publics mis à leur disposition. On peut citer le cas du ministre de l'Intérieur, le cas du ministère de la Planification, le cas du ministre chargé des relations avec le Parlement. De telles actions, Monsieur le Premier ministre, peuvent conduire le Parlement à s'abstenir de tout travaux législatifs, voire à ne pas voter le budget. Et encore, c'est la Constitution qui donne cette prérogative au Parlement. Le refus délibéré de certains membres du gouvernement de répondre aux demandes d'information du Sénat, d'ignorer les invitations, voire de mettre à sa disposition les documents nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle est tout simplement une violation caractérisée de la Constitution. Je rappelle que dans l'exercice de sa mission de contrôle, le Sénat de la République, par la voix de son président, a écrit le 29 octobre 2012 une correspondance au ministre des Finances par laquelle le président a demandé un ensemble de documents et d'informations pouvant aider le Parlement à asseoir sa mission de contrôle. C'est avec le sentiment du devoir accompli que le gouvernement répond aujourd'hui à la convocation initiée par un groupe de 7 sénateurs. D'après la lettre du président du Sénat, la séance du jour doit se dérouler autour de la gestion des fonds d'urgence par le gouvernement suite à l'ouragan Sandy, la marche générale du gouvernement, les questions d'intérêt général comme cité par l'honorable sénateur Jocelyn Privert. Le gouvernement a donc préparé et apporté un rapport détaillé sur la gestion des fonds d'urgence et est à votre disposition pour les 2 autres points mentionnés. Je vous demande aussi de bien vouloir accepter mes excuses pour n'avoir pas pu répondre plus tôt aux récentes invitations du Grand Corps. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, et en 2 fois, je n'étais pas présent en Haïti, je n'ai pas pu répondre à ces invitations. Mais restez rassurés que le devoir de rendre compte au peuple dont vous êtes les légitimes mandataires est un impératif auquel j'obéis volontiers et tous les ministres de même. D'entrée de jeu, permettez-moi, honorable sénateur, de rappeler à votre attention les circonstances qui ont porté le gouvernement à déclarer l'état d'urgence après le passage de l'ouragan Sandy sur Haïti. Ont porté le gouvernement par arrêté du 30 octobre 2012 en conseil de décréter l'état d'urgence pour une période d'1 mois, allant jusqu'au 5 novembre et au 5 décembre 2012 par arrêté du 30. Cette période a été prorogée du 5 décembre 2012 au 5 janvier 2013. C'est ainsi que 5 milliards de goudes au titre de crédits supplémentaires pris par décret d'avance en date du 15 novembre 2012 ont été mobilisés
mais que seulement 2,1 milliards de gouttes ont pu être décaissées à date. Seulement 2,1 milliards de gouttes ont pu être décaissées à date. Le gouvernement a également pris la responsabilité de réorienter l'utilisation des 12 milliards 820 millions de gouttes des fonds du Petro-Caribé pour les mobiliser dans le sens de l'urgence. Je souligne qu'il s'agit d'environ 15 milliards de gouttes, alors que les dégâts étaient évalués à plus de 70 milliards de gouttes. Le gouvernement aurait souhaité faire plus, mais il a dû rester bien en dessous des besoins, étant donné des ressources limitées qu'il pouvait mobiliser. Aujourd'hui, la répartition de ces 2,1 milliards de gouttes est la suivante. 1 milliard pour les TPTC, 875 millions pour l'agriculture et 200 millions pour le ministère de la Planification. Honorables sénateurs, en décrétant l'état d'urgence, le gouvernement avait un double souci. D'abord, celui de venir en aide immédiatement aux victimes, et ceci dans tous les départements touchés. Ensuite, celui d'activer la réalisation de projets aptes à augmenter la résilience de l'économie et du territoire. Conscient des responsabilités de l'État en matière de gestion des risques et des désastres naturels, le gouvernement a retenu, dans le cadre de la loi d'urgence, des programmes structurants aptes à rendre le pays moins vulnérable aux constantes catastrophes naturelles qu'il subit chaque année. Il s'agissait au fond d'intervenir de manière intelligente sur un ensemble de projets susceptibles d'avoir un impact non seulement sur l'urgence du moment, mais sur l'urgence à venir. Il fallait certes faire face à cette urgence, mais aussi de s'inscrire dans la durabilité. Au-delà des projets à court terme, destinés à accompagner et à soutenir les sinistrés et les victimes, le gouvernement a jugé bon de prioriser ceux susceptibles de renforcer véritablement les infrastructures socio-économiques du pays. Le gouvernement a donc fait le choix d'investir dans le structurant, autrement dit le durable, pour rompre avec cette mauvaise habitude de ne gérer que l'urgence. La décision a donc été prise de s'inscrire dans une stratégie de prévention des risques et de catastrophes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça me veut dire, c'est que nous ne pouvons pas arrêter dans touiller du feu tout le temps. Jean-ingénieur Claude Pierre Petit-Remendil, c'est pareil pour nous parer. C'est pareil pour nous parer.